Je m'appelle Maureen et je vais te raconter un conte traditionnel breton. Est-ce que tu es bien installée ? Est-ce que tu as un petit plaid et une tasse de thé bien chaude pour te réconforter ? Alors, c'est parti. L'homme au chaudron. Le noir seigneur du château de Tonquédec était tout autant un cruel guerrier qu'un méchant sorcier. Cet homme et son fils vivaient tous deux dans ce manoir lugubre dont il ne reste aujourd'hui que quelques ruines. À cette époque, la grande tour était encore debout, et en son sommet, le noir seigneur avait son laboratoire où il concoctait les poisons et les sortilèges les plus effroyables. Un soir qu'il touillait son chaudron, il demanda à son fils ce qu'il comptait devenir une fois grand. Un guerrier féroce ou un sorcier impitoyable ? Brandir l'épée et couper des têtes, ou bien user de sorcellerie et transformer ses ennemis en crapauds ? Oui, j'ai choisi, répondit le jeune homme, en tremblant alors que son père prenait sur une étagère un bocal contenant une salamandre vivante. Je ne désire pas être un guerrier. Tu seras donc un sorcier, marmonna le noir seigneur, en ouvrant le récipient pour en extirper l'animal. Je ne désire pas non plus être un sorcier. Le père détacha son regard de la salamandre qu'il tenait à présent par la queue au-dessus de son chaudron pour le planter dans celui de son fils. « Je ne veux apprendre ni l'art de la guerre, ni celui de la sorcellerie, » poursuivit le garçon en rassemblant son courage. « Je veux cultiver des fleurs. »« Des fleurs ? Tu m'insultes en proférant une telle ânerie. » Sur le visage du noir seigneur se lisait une effroyable colère. Il ouvrit les doigts et la salamandre plongea dans la mixture qui bouillonnait dans le chaudron. L'effroyable cri qui retentit cette nuit-là réveilla tous les habitants de la région, les hommes comme les animaux. On conclut rapidement qu'il venait du château du noir seigneur, et on se décida à en éviter les parages pour plus de prudence. Ainsi fut fait, et durant de nombreuses années, personne ne s'approcha du manoir. On n'entendit plus parler du noir seigneur. Le lierre et le lichen recouvrirent le mur d'enceinte du domaine, et la grande tour finit même par s'effondrer, mais aucun des habitants de la région n'y aurait posé le sabot pour tout l'or du monde. Jusqu'à ce que la jeune Soisic s'y aventure. La Saint-Jean approchait, et il était de tradition que pour cette grande fête, chaque jeune fille se fabrique une couronne fleurie. Certains attestaient qu'on pouvait cueillir dans les jardins du château maudit des fleurs magnifiques et d'espèces fort rares. Comment cette rumeur était née alors que tous évitaient les lieux ? Mystère. Mais l'idée de pouvoir récolter un bouquet unique motiva assez notre jouvencelle pour escalader le portail du domaine. Au loin, se voyaient des ruines. Depuis l'entrée, tout laissait penser que les lieux étaient à l'abandon. Pourtant, maintenant que la façade du bâtiment lui apparaissait, Soisic remarqua que l'édifice était encore en fort bel état. Mis à part la grande tour, tout était parfaitement entretenu. De longs parterres de fleurs soigneusement arrangés s'étalaient le long du manoir. Elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. L'endroit n'était pas si désert qu'elle l'espérait. Qu'espérait-elle d'ailleurs ? Son père l'avait promise à un fermier voisin, un certain Roparz. Il était aussi vieux que bête, et plus laid encore. Elle s'était mise en tête de tresser une couronne fleurie si merveilleusement belle qu'à la Saint-Jean, un garçon ne pourrait que la remarquer. Sa dernière Saint-Jean de jeune fille, puisqu'elle devait se marier à l'automne. Il serait aussi beau que fort, richement vêtu, et surtout assez courageux pour l'enlever. Il partirait alors à l'aventure, et jamais elle n'épouserait ce rustre de Roparz. Ça, de l'imagination, elle n'en manquait pas. Soisic fut prise d'un frisson. Elle ne rêvait pas. Un jeune homme était là, aussi élégant que dans ses songes.
Le temps qu'elle se ressaisisse, il avait disparu derrière les gerbes colorées des parterres du manoir. Elle n'eut que le temps de voir la porte se refermer alors qu'elle se précipitait à sa suite. Tapis sur les sols, tentures aux murs, la vaste demeure était richement meublée. Elle appela, mais le châtelain ne répondit pas. La nuit allait bientôt tomber, et elle n'avait pas trouvé trace de son prince charmant. Peut-être n'était-il que le fruit de son imagination ? Pourtant, dans la cheminée de la grande salle, un feu l'attendait, ainsi qu'une table dressée d'une seule assiette d'or et d'un seul verre de cristal. La faim la tenaillait et elle mangea. Son père serait furieux, mais elle redoutait de rentrer en pleine nuit. Il lui faudrait donc dormir ici. Alors qu'elle se décidait à chercher un lit, elle s'interrogeait sur le maître des lieux, le beau jeune homme qu'elle avait aperçu un instant. Pourquoi ne se montrait-il pas ? Sur ce mystère, elle se laissa gagner par le sommeil dans une superbe chambre où un grand lit à baldaquin l'avait accueillie. Le lendemain, dans la grande salle, la table était à nouveau dressée avec des victuailles. Il lui fallait rentrer pourtant. Elle pourrait toujours mentir et prétexter qu'elle s'était perdue dans la forêt. Ne sachant si son hôte pouvait l'entendre, mais refusant de quitter les lieux sans même essayer de lui parler, elle dit à voix haute. « Monseigneur du château, tout est bien ici, et je vous remercie pour tout le mal que vous vous donnez pour que je sois au mieux. Mais… » Elle s'interrompit, se trouvant ridicule de parler ainsi dans le vide. Elle tendit l'oreille dans l'espoir d'obtenir une réponse, mais personne ne se manifesta. Elle se dirigeait vers la porte quand le maître des lieux l'appela depuis la fenêtre qui donnait sur les jardins. « Mademoiselle, êtes-vous satisfaite en ce lieu ? J'espère que votre séjour ici est agréable. » C'était le beau jeune homme. Son visage était doux, mais on pouvait y lire de l'inquiétude. Swazik fit une révérence comme font les princesses dans les histoires. « Oui, monseigneur, tout est parfait, » bredouilla-t-elle troublée. « Comment pourrais-je vous remercier pour votre hospitalité ? » ?»« Je n'exige rien, rougit son hôte. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » La jeune fille s'avança d'un pas, mais aussitôt, comme un animal sauvage, le châtelain prit peur. Il saisit 2 béquilles qui étaient cachées sous l'appui de la fenêtre, les cala sous ses aisselles et déguerpit. Swazik l'appela et sortit de la grande salle pour le rejoindre au dehors. Le temps qu'elle fasse le tour pour gagner les jardins, le jeune homme avait disparu. Elle marcha entre les parterres en se demandant bien de quelle infirmité souffrait le maître des lieux, pour craindre à ce point qu'elle ne le découvre. Bientôt, le visage du jeune homme apparut au-dessus d'un bosquet de fleurs. De là où elle se tenait, elle ne pouvait voir que le haut de son corps. Il s'appuyait toujours sur ses béquilles. « Pourquoi aurais-je peur de vous, messire ?» Le châtelain prit une mine grave et sortit alors de derrière le bosquet pour révéler à la vue de Swazik le bas de son corps. Celui-ci sortait à hauteur de la ceinture d'un chaudron que le pauvre jeune homme devait porter comme un fardeau. « À présent que vous connaissez mon infirmité, vous pouvez partir si vous le souhaitez. Mais si ma présence ne vous répugne pas trop, je serai heureux de passer un moment avec vous. »« Je peux rester encore un peu, » mentit Swazik, pour ne pas lui faire de peine, et alors qu'elle imaginait grandir la fureur de son père à chaque instant. « Je suis le seigneur du château de Tonquédec. Mon père ne m'a pas laissé que son domaine et sa fortune. Il m'a aussi offert comme présent ce chaudron pour me punir d'aimer trop les fleurs. Je ne pourrai m'en délester qu'au jour où une jeune fille daignera m'épouser. Pourquoi restez-vous cloîtré dans votre manoir plutôt que de chercher femme à marier ? C'est qu'il n'est pas facile de séduire avec un chaudron en guise de jambe. J'ai tout de suite abandonné l'idée de me rendre au bal, comment y danser ? Il y eut pourtant 3 femmes à qui j'ai fait ma demande. »«
Moi, il n'y eut qu'un homme, et c'est à mon père qu'il a fait sa demande, ose Soisic à voix basse. Devant la première, je me suis pavanée, en faisant valoir mes titres de seigneur et ma possession du château. Elle était avide de pouvoir et se serait bien vue châtelaine. Mais ce n'est pas ainsi que l'on séduit. Si on désire gagner un cœur, et pas seulement un doigt pour y passer l'anneau. C'est juste, approuva Soisic. Le triste Ropars à qui mon père m'a promis n'a pas agi différemment. Sauf qu'il n'est pas seigneur. Il ne cesse de rappeler qu'il possède le plus grand verger du pays. Qu'ai-je à faire de ses pommes et de ses poires? À la deuxième, je n'ai parlé que d'or. J'étais prêt à lui offrir 1000 trésors, à vider les coffres des seigneurs de Tonquédec jusqu'au dernier sou. Je donnais tout pourvu qu'elle m'épouse. Elle était avide, vorace, cupide. Elle me dit oui. Ah! Et pourquoi le mariage n'a-t-il pas eu lieu? C'est moi qui ai dit non. L'amour ne s'achète pas. Je préfère le chaudron, à la compassion de cette femme sans autre amour que celui du gain. Quant à la troisième... Oui, la troisième, répéta Soisic, impatiente de connaître la suite. Mais l'homme au chaudron cessa de parler et se contenta de la regarder avec gravité. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que la troisième femme, c'était elle. Était-il besoin de réfléchir longtemps pour donner sa réponse? Ropars avait ses 2 jambes, mais il ne possédait rien d'autre que le châtelain puisse lui envier. « J'accepte, » dit calmement Soisic. « Dans ce cas, libérez-moi de ce maudit chaudron, » s'écria le futur époux d'une voix joyeuse. Ils se dirigèrent vers la grande tour en ruine, où ils allumèrent un véritable brasier. « L'épreuve qui vous attend est difficile, » prévint le jeune homme en alimentant les flammes. « Vous ne devrez pas faiblir, sinon j'en mourrai. Vous allez frapper le chaudron de toutes vos forces avec ce marteau. Il va se fendre, et alors, je me transformerai en salamandre. Vous devrez être vive et saisir l'animal avant qu'il ne fuit. Ensuite, vous le jetterez dans les flammes. »« Vous jetez dans les flammes » s'alarma Soisic. « Je ne pourrai pas. »« Vous le devez. C'est le seul moyen de me libérer du sortilège de mon père. » Soisic hocha la tête, souleva le marteau et frappa le chaudron. Aussitôt, le châtelain disparut et un bouillon malodorant jaillit de la marmite fendue. Elle saisit par la queue la salamandre qui venait d'en sortir. Elle observa l'animal noir couvert de taches jaunes qui gigotait entre ses doigts. En le plongeant dans le feu, ne risquait-elle pas de tuer son prince charmant? Rassemblant son courage, elle lâcha la bête au-dessus de la flambée. À l'automne suivant, un grand mariage fut célébré. Le père de la mariée n'avait d'abord pas cru l'histoire de sa fille, quand elle était revenue après 3 jours d'absence avec des histoires de chaudron, de salamandre et de prince charmant plein la bouche. Elle avait toujours eu tant d'imagination. Qu'avait-elle inventé pour excuser son escapade? Pourtant, dans les jours qui suivirent, force fut de constater qu'il y avait bien un nouveau châtelain au domaine. La grille de fer rouillé venait d'être changée pour un portail rutilant, et des maçons venaient en nombre restaurer la grande tour en ruine. Mieux, quelques jours plus tard, le maître des lieux se déplaça jusque chez lui pour demander la main de Soisic. Le fermier accepta aussitôt. Quel beau parti! Ce lourdeau de Ropars s'en serait pour ses frais. Ce fut avec une grande satisfaction que son père accompagna Soisic jusqu'à l'hôtel où l'attendait son promis, sur ses 2 jambes. Pour les convives, cela n'avait rien de miraculeux, mais pour les époux, c'était un prodige. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésite pas à laisser un petit pouce levé pour me dire que tu as aimé.